Du concret le matin, entre 10h30 et midi et demi, savoir et comprendre à travers vos témoignages et à travers nos invités, savoir et comprendre ce qui se passe en France et dans le monde. Jean-Pierre Favnec, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de l'énergie et en particulier du pétrole, professeur à l'école du pétrole et des moteurs. Jean-Pierre Favnec, près de 8 mois après l'invasion russe de l'Ukraine, 3 milliards de mètres cubes de gaz russe continuent d'être acheminés chaque mois en Europe. Comment ce gaz est-il acheminé, Jean-Pierre Favnec ? Écoutez, c'est une très bonne question. D'abord, les chiffres sont impressionnants, mais 3 milliards de mètres cubes, c'est pas forcément très considérable. Je rappelle simplement que avant la crise, on importait 200 milliards de mètres cubes de gaz depuis la Russie. C'était tombé à 150 milliards récemment, donc il reste encore 3 milliards. Alors effectivement, il faut savoir que le gaz russe, depuis très longtemps, depuis plus de 40 ans, nous arrivait d'abord par des gazoducs qui traversaient des tuyaux, qui traversaient l'Ukraine et qui arrivaient en Europe. Et ensuite, donc du fait d'ailleurs des premiers problèmes avec l'Ukraine qui remontent à une quinzaine d'années, les Russes ont décidé de construire le fameux gazoduc Nord Stream dont on a beaucoup parlé. C'est un gazoduc qui va directement depuis la Russie jusqu'à l'Allemagne en passant par la Baltique. Alors ce gazoduc, donc il y en a même un deuxième qui avait été construit. Bon, on a arrêté. Dès le début des opérations, on a arrêté la mise en service de ce gazoduc. Et ensuite, le premier gazoduc, progressivement, sont les Russes eux-mêmes qui ont fini par ne plus envoyer de gaz à travers. Et puis, vous savez ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Donc, il y a eu les attentats qui font que ça ne marche plus. Donc, il reste, par contre, c'est effectivement assez étonnant, un filet, je dirais, de gaz. Enfin, un filet, c'est 3 milliards de mètres cubes qui passe encore par l'Ukraine. C'est assez intéressant. Les deux pays sont en guerre. En plus, les Ukrainiens touchent une petite redevance pour le passage de ce gaz, mais c'est du gaz qui arrive. Et d'autre part, il y a également, ce dont on parle moins, des arrivées de gaz en Turquie. Les Russes ont de bonnes relations avec les Turcs. Et c'est du gaz qui arrive là aussi par des gazoducs qui traversent la mer Noire et donc qui aboutissent en Turquie. Et une partie de ce gaz remonte vers l'Europe. Mais les quantités, je ne cherche pas du tout à défendre la situation, les quantités sont très limitées. Et donc, je répète, c'est 3 milliards par rapport aux 150 ou 200 milliards que l'on importait il y a encore quelques mois. Alors, 3 milliards, on importe encore 3 milliards de gaz russe. Qui achète ce gaz ? Écoutez, le gaz, il arrive sans doute dans les différents pays européens. Ce sont les différents consommateurs. Je n'ai pas le détail de qui les achète, mais il est bienvenu de toute façon. Oui, mais on dit que c'est l'Allemagne qui reste le premier acheteur d'hydrocarbures russes. Oui, tout à fait. L'Allemagne, depuis très longtemps, était de très loin le plus gros acheteur de gaz russe. Le fameux Nord Stream dont on a beaucoup parlé, qui était devenu la principale voie d'acheminement du gaz depuis la Russie, avait été construit par un consortium où il y avait Gazprom, la société russe, mais qui était dirigé par l'ancien chancelier Schröder, qui avait précédé Madame Merkel au pouvoir. Donc, il y avait une connexion, les Allemands avaient noué une relation extrêmement forte avec les Russes et tablaient justement sur cette relation pour établir des relations qui soient bonnes. Bon, les choses ont évolué évidemment complètement différemment avec l'invasion de l'Ukraine, mais il y avait effectivement une relation très forte et les Allemands ont besoin de beaucoup de gaz, ce qui leur pose d'ailleurs beaucoup de problèmes actuellement. Oui, et nous, Français, où achetons-nous notre gaz aujourd'hui ? Notre gaz, nous, vient plutôt de Norvège et d'Algérie. D'ailleurs, il y a eu des déplacements de M. Macron et de Mme Borne en Algérie, où théoriquement on ne parlait pas du gaz, mais je pense que derrière les discussions, il y avait pas mal de choses sur le gaz. Donc on importe, et on importe aussi, on importe du gaz de différents pays, un peu comme du Qatar, un peu des États-Unis, puisque les États-Unis nous exportent pas mal de gaz liquéfié. Ils exportent en Europe pas mal de gaz liquéfié, donc on importe plutôt. Alors on était beaucoup moins dépendant du gaz russe. Du gaz russe. Côté pétrole, embargo prévu par Bruxelles à partir du 5 décembre pour le pétrole brut et à partir de 2023 pour le raffiné. La Russie met en place des routes de contournement, c'est bien cela ? Oui, tout à fait. La Russie est un très gros exportateur de pétrole. C'est 5% du pétrole, 5 à 10% du pétrole mondial qui est produit et exporté par les Russes. Et là encore, l'Europe était jusqu'à une époque récente un très gros consommateur de pétrole et de produits pétroliers, comme vous l'avez indiqué, de produits pétroliers russes. Alors, du fait qu'on va vers l'embargo, là, donc les Européens commencent à réduire significativement leurs importations. Elles sont tombées à des niveaux relativement faibles. Mais les Russes donc cherchent des alternatives. Alors, ils en ont trouvé.
les Chinois et les Indiens en particulier, les Égyptiens aussi, dont d'autres pays certainement, achètent pas mal de pétrole à la Russie. On sait que l'Inde, pratiquement, qui n'importait rien, importe maintenant beaucoup, mais elle l'importe d'ailleurs à des prix cassés, parce que pour pouvoir vendre leur pétrole dans les conditions actuelles, ils sont quand même un petit peu menacés de certaines sanctions, les Russes sont obligés de faire des rabais très importants. Mais il n'empêche, et vous avez parfaitement raison, qu'une bonne partie du pétrole qui avant venait en Europe va vers l'Inde. Et comme on a quand même toujours besoin, en particulier de produits raffinés, hein, du fait de la situation actuelle en particulier, les raffineries sont bloquées, donc les opérateurs pétroliers importent des produits dans les différents ports, que ce soit Lorient, je suis breton, à côté de Lorient, il doit y avoir des importations, ou bien c'est Port-la-Nouvelle, ou bien c'est Le Havre, etc. Et ces produits, eh bien, avant, ils venaient souvent de Russie, et maintenant, eh bien, ils viennent par des voies détournées depuis l'Inde. L'Inde est devenue un gros exportateur. Si j'ai bien compris, pétrolier. La Russie vend du pétrole à l'Inde, et l'Inde qui nous le renvoie ? Qui nous envoie certainement une partie de ce que l'on importe actuellement, directement ou indirectement, peut venir comme ça. Je ne connais pas le détail, mais le principe, il est bien là. Moins de pétrole russe vendu en Europe, davantage de pétrole vendu vers les pays d'Asie, et à ce moment-là, une partie donc des flux de produits pétroliers vient vers l'Europe, vers l'Afrique et vers l'Europe. N'y a-t-il pas un autre circuit prometteur pour la Russie, l'Azerbaïdjan ? Oui, on en a parlé. Alors évidemment, c'est toujours, ça s'est produit, il y a souvent eu ce genre de situation. L'Azerbaïdjan est un pays redevenu exportateur de pétrole maintenant depuis une trentaine d'années. Et donc apparemment, d'après ce que l'on peut lire dans la presse, il y aurait du pétrole russe qui arriverait en Azerbaïdjan et qui serait revendu par les Azerbaïdjanais. On ne connaît pas la couleur, donc le bateau. On change le pétrole de bateau et le pétrole qui est supposé venir d'Azerbaïdjan contient peut-être du pétrole russe. Oui, est-ce qu'il y a pour nous, Français, une alternative au pétrole russe que nous achetons encore par des voies détournées ? Oui, autant pour le gaz, c'est très compliqué parce que ça nous promet un hiver difficile parce que le gaz vient par des canalisations. Ces canalisations sont fermées, on ne peut plus obtenir de gaz. Par contre, pour le pétrole, à mon avis, c'est plus simple. Comme on vient de le voir, les Russes vont vendre beaucoup plus de pétrole en Chine et en Inde. Et donc, nous pourrons nous approvisionner. Ils en prendront donc moins au Moyen-Orient, qui est comme la grande source d'importation de pétrole. Et donc, nous pourrons prendre sans doute davantage de pétrole au Moyen-Orient. La situation reste néanmoins bien compliquée. Je fais juste un tout petit commentaire. Il y a une semaine à peu près, l'OPEP, donc l'Organisation des pays producteurs de pétrole, où sont vraiment dominants l'Arabie saoudite et la Russie, de fait maintenant, a décidé de réduire sa production. Ça ne mettra sans doute pas en cause l'approvisionnement physique. Ça peut conduire à une certaine augmentation des prix. Voilà, augmentation des prix. Donc nos fournisseurs sont aujourd'hui plus du Moyen-Orient, de l'Arabie Saoudite, Koweït, Qatar et Émirats, c'est cela ? Automatiquement, nous serons amenés à importer davantage de pétrole depuis cette région, c'est clair. Depuis cette région, c'est clair. Nous avons d'autres fournisseurs dans le monde ? L'Angola peut-être et d'autres fournisseurs encore ? Oui, nous importons du pétrole de l'Afrique, Afrique du Nord. L'Algérie est un fournisseur de pétrole. Oui. La Libye reste, même si du fait de la situation en Libye, ça se réduit, reste un fournisseur de pétrole. Le Nigeria et l'Angola sont d'importants pays producteurs et d'ailleurs Total est très présent et donc il y a du pétrole qui vient pas forcément de chez Total, mais qui vient de ces deux pays. Donc on importe du pétrole d'un petit peu partout. On importait beaucoup de Russie, on va en importer moins, et on va importer davantage du Moyen-Orient, et peut-être un peu plus donc des pays africains. Des pays africains. Merci Jean-Pierre Favnec. C'était clair, merci. Précis, passionnant, parce que ça explique beaucoup de choses aussi. Hein. La géopolitique des matières premières, la géopolitique du pétrole et du gaz, très 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 intéressant. Jean-Pierre Favnec, spécialiste de l'énergie et du pétrole, donc professeur à l'école du pétrole et des moteurs. Il est 12h25 pour savoir et comprendre. Vous écoutez Sud Radio tous les matins entre 10h30 et midi et demi. Vous appelez, vous êtes encore très nombreux à appeler ce matin. Ça me fait plaisir. Vous n'imaginez même pas combien je suis content de voir quand s'affiche sur mon écran un appel d'un tel ou d'une telle, de telle ou telle région de France. Je sais que ça va être passionnant et je sais que vous êtes utile parce que vous nous faites partager ce que vous vivez et ce que vous pensez. Il est 12h26, c'est l'heure de retrouver André Berkoff.